à tous. On a attendu un petit peu le ministre, il va nous rejoindre d'ici 10 heures, donc il y a un petit peu de retard dans notre conférence inaugurale. Chers parlementaires, chère Anne-Marie Drac, présidente de France Logistique, chers présidents de TLF, AUTF, Evolis, Afilog, France Supply Chain et FEDIMAG, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers tous. Inaugurer un événement qui fête ses 40 ans n'est pas courant. À notre échelle, c'est encore une forme de jeunesse. Pour un salon, c'est déjà de la maturité. Et pour nous, c'est le début d'une nouvelle ère. Ce succès est le fruit d'une collaboration sans faille avec les exposants, les visiteurs, les fédérations et les organisations du secteur. C'est en grande partie grâce à cette relation de confiance que nous avons bâti un événement pérenne, modèle dans son domaine. C'est aussi un savoir-faire qui positionne depuis toujours la SITL comme l'événement de référence de la filière. J'en profite d'ailleurs pour remercier Alain Bagnot, qui fut à la manœuvre avec Daniel Dagalier de la création de cet événement en 1983 et qui ont œuvré à sa dynamique. Durant 40 ans, la SITL a vu naître des milliers de sociétés. On a vu croître autant des petites pépites devenues licornes aux grands champions internationaux. Toute cette histoire, la petite et la grande, vous pourrez la découvrir à l'entrée du salon dans une frise qui retrace les grands temps forts de la SITL par le prisme de l'innovation et des success stories des entreprises de la filière, ainsi que le film qui va suivre. Cette édition 2023 sera également célébrée avec une grande soirée où nous aurons le plaisir de vous accueillir nombreux, et c'est ce soir. L'entrée sera située à côté de l'Acturoom à 18h15. Ce sera un grand moment convivial qui est ouvert à tous. 40 ans de succès ne se construisent pas dans une volonté forte de se renouveler. En la matière, la SITL ne déroge pas à la règle. Nous avons lancé le défi d'une grande campagne sur les réseaux sociaux SITL Raconte-moi. Son objectif est de valoriser la profession et je vous invite d'ailleurs tous à jouer le jeu afin que la viralité dépasse le transport et la logistique et que l'on sache que ce secteur est d'une part attractif et d'autre part source de fierté. Hier soir, à l'élection des transporteurs, le PDG de BDP Web disait toute la fierté des transporteurs et il le rappelait, c'est important de le noter. Cette année, nous avons également monté un programme inédit et très dense de 150 conférences qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des grands défis du secteur grâce aux analyses et au décryptage des témoins clés issus de tous horizons provenant de toute l'Europe. Le tout dans une logique d'inspiration collaborative et interactive, et c'est une première, j'y tenais. En parlant d'Europe, je voulais saluer nos amis italiens, espagnols, belges et hollandais ici présents ce matin. Thank you for your presence. Les sujets européens, notamment, ont fait l'objet d'une attention particulière et tiennent une place au cœur du dispositif à l'image de 5 grandes conférences accueillant des experts de tout le continent. La raison est en la fois simple et complexe. C'est l'objectif européen de la décarbonation qui nous oblige à nous mettre en conformité, mais au-delà, nous oblige surtout à travailler ensemble. Nous avons aussi repensé nos formats d'échange, qu'ils soient inspiration, retour d'expérience, actualité ou conversation, afin d'aborder toujours plus concrètement les grandes thématiques qui portent cette édition, que sont la RSE, la réorganisation de la supply chain, la multimodalité et les modes de transport, l'immobilier et la logistique urbaine, et enfin la cybersécurité, la data et les nouvelles technologies. Chacun illustre très concrètement notre fil rouge pour cette édition, se transformer face aux grands enjeux du transport et de la logistique. Ce sont ces enjeux qui, toujours dans une volonté d'apporter une vision terrain, connectée avec les challenges d'aujourd'hui et de demain,
nous ont amenés à apporter un éclairage sur les actions des pouvoirs publics et les différentes réglementations existantes. La prospective sera également au cœur des échanges, car l'innovation reste la clé de voûte de la SITL. C'est dans cette logique qu'un programme complet composé de concours et de zones dédiées a été mis sur pied. La Startup Contest ou encore le prix de l'innovation sont des rendez-vous devenus incontournables de la SITL, dont la remise des prix est prévue demain à 16h15. Le SITL Innovation Hub, à lui mettra en lumière des espaces de démonstration. Autre nouveauté de cette édition 23, la Texploration. C'est un mot qui peut sembler un peu compliqué, mais qui ne l'est pas. Nous misons énormément sur cette détection de tendances sur le salon via de l'intelligence collective. Des experts et des directeurs de la supply chain visiteront le salon et se retrouveront sur le plateau télé qui est juste à côté, plusieurs fois par jour, pour présenter les dernières innovations. Enfin, dernier sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, et mon équipe presque 100% féminine ne dira pas le contraire, l'ouverture aux femmes. L'ouverture aux femmes des métiers du transport et de la logistique. Une place élargie leur est réservée au sein des jurys des concours et une conférence leur sera dédiée le mercredi 29, donc demain, à 12h30. Et comme toujours, la SITL jouera à plein son rôle de facilitatrice de business via les rendez-vous d'affaires avec mysitl.com, la plateforme de mise en relation que je vous invite à encore utiliser. Elle est ouverte pendant la durée du salon. Je vais conclure en vous faisant une confidence. Pour moi, le secret de la longévité, c'est penser out of the box. Une expression anglo-saxonne que j'affectionne. Sortir du cadre, innover, écouter, s'engager. C'est la capacité des femmes et des hommes à se remettre en question, à tirer des leçons de l'expérience vécue pour en sortir renforcés. Et vous êtes les premiers à l'appliquer. Vous êtes des résilients par excellence, même si le contexte est compliqué, je dirais même voire très compliqué, il y a également de quoi s'enthousiasmer en pensant au rôle que nous devons jouer chacun, ensemble, pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, en faisant preuve de vision, d'ambition, avec la volonté farouche de contribuer chacun à notre niveau à œuvrer pour la transition écologique, pour accompagner dans cette démarche et, in fine, à la transformation des entreprises. Pour cela, vous avez de grands défis à relever, des paris à tenir et une ambition à maintenir. C'est pour cette raison que ce matin, nous avons convié des personnes inspirantes qui ouvrent le champ des possibles tout en respectant le passé. Je lance par ces mots la conférence inaugurale « 40 ans d'évolution du transport et de la logistique et demain » et vous souhaite un bon visionnage de notre film rétrospectif des 40 ans avant de laisser la parole à Jean-Marc Vittori. Je vous souhaite un très bon salon et salue très chaleureusement nos intervenants.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette séance inaugurale très dense avec comme fil rouge une perspective longue, 40 ans de SITL et regardez aussi vers demain. Donc conférence avec experts, dirigeants, ministres, remise de prix, rapports et même un peu de sport. On va commencer tout de suite avec François Gémen que j'appelle à me rejoindre sur scène. Avec vous François, nous allons commencer par une priorité essentielle qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans le paysage il y a 40 ans, à la transition écologique. La date qui marque en la matière, c'est 1992, donc après 1984. Une transition écologique qui est nécessaire non pas pour sauver la planète, comme on le dit souvent, comme je l'ai écrit parfois, mais d'abord pour sauver l'espèce humaine, c'est-à-dire nous tous. François, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste des politiques d'adaptation au changement climatique et aussi des questions de migration liées au changement climatique. Vous êtes notamment professeur à Sciences Po, auteur de plusieurs livres dont L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation, paru à la fin de l'an dernier chez Fayard, et co-auteur du 6e rapport du GIEC dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et je vais commencer avec vous par une question très, très générale. Comment vous voyez le transport, la logistique, son rôle dans cette transition qui ne fait que commencer? Merci beaucoup pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, on le voit bien et on l'a vu au cours du film qu'on vient de voir, à quel point le transport logistique s'était transformé, avait évolué sous les effets de nouveautés, l'arrivée de l'e-commerce, l'arrivée de certaines régulations européennes. Et aujourd'hui, on se remet compte qu'on est à l'aube d'une transformation majeure qui, à mon avis, va devoir emmener le secteur logistique aussi. C'est évidemment la question de la décarbonation de l'économie et la question donc aussi de la décarbonation du secteur logistique. On se pose souvent la question de savoir comment, pour décarboner l'économie, on va pouvoir produire et consommer autrement les biens. La grande question qu'il faut aussi se poser, c'est comment on va transporter les biens entre l'endroit où ils sont produits et l'endroit où ils sont consommés. Et c'est là, je crois, que le secteur logistique a un rôle absolument majeur à jouer, non seulement parce qu'il y a des gros enjeux de décarbonation de la route. On a vu que 89% du transport était encore du transport routier, qu'il y a d'énormes enjeux de multimodalité aussi à développer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être plus complémentaire, comment est-ce que potentiellement on peut s'adapter à des nouvelles manières de consommer, c'est-à-dire est-ce que le just-in-time, est-ce que la livraison de plus en plus rapide sera encore la norme demain ou est-ce qu'on va avoir potentiellement d'autres chaînes d'approvisionnement? Et puis enfin, un enjeu sur lequel je veux insister qui me paraît très important, c'est la question de l'adaptation. Comment est-ce que le secteur logistique va potentiellement s'adapter aux impacts du changement climatique? Nous savons aujourd'hui qu'il y a toute une série d'impacts que nous n'allons plus pouvoir éviter, qui vont à la fois toucher les acteurs de la logistique eux-mêmes, et notamment les industries de réseau, mais qui vont aussi toucher les chaînes d'approvisionnement des produits. On a rappelé le moment où le cargo Evergreen bloquait le canal de Suez. On risque d'avoir demain, sous l'effet de conditions climatiques de plus en plus extrêmes, effectivement, d'autres ruptures de chaînes d'approvisionnement. Et là encore, il faudra que le secteur logistique soit extraordinairement flexible. Et donc, la manière dont je vois cet enjeu, c'est de se dire, voilà, c'est un secteur très important de l'économie en France. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, vous le savez bien, une source importante d'émissions, mais c'est aussi un levier extraordinaire pour décarboner l'économie française. Et donc, je vois vraiment cette question du changement climatique comme un nouveau défi du secteur logistique. Et j'ai aucun doute que si on célèbre, et j'ai aucun doute qu'on célébrera les 50 ans de la SITL d'ici 10 ans, on rajoutera des étapes au petit fil pour montrer comment le secteur logistique s'est transformé et s'est adapté avec l'enjeu climatique. Vous voyez dans le petit rappel qu'il y a déjà eu des étapes qui ont commencé. L'un des grands enjeux de cette transition, quand on le regarde à une très grande échelle, c'est le fait qu'il va falloir faire des investissements absolument colossaux. C'est vrai dans le logement, c'est vrai évidemment dans l'énergie, c'est vrai aussi dans le transport, la logistique. Comment est-ce que vous voyez ces investissements? Quelles sont les voies pour avancer? Aujourd'hui, je pense, c'est le moment de nous donner de l'ambition. Il va y avoir d'énormes investissements et il ne faut pas se mentir sur l'énormité de la tâche et du chantier. Il va y avoir de très gros investissements qui vont être nécessaires dans les véhicules, quels qu'ils soient, que ce soit la route, que ce soit le rail, que ce soit le fluvial ou d'autres encore, des micros
mobilité, notamment en milieu urbain, il va y avoir de grosses nécessités d'infrastructures également. Et c'est pour ça que c'est important que les ministres, que des parlementaires soient présents là aujourd'hui, parce qu'il va bien entendu y avoir besoin d'un soutien très important des pouvoirs publics pour adapter aussi les infrastructures à cela. Et je comprends bien que dans des secteurs parfois économiquement tendus, on puisse parfois renacler devant certains investissements et se dire, avoir tendance à les reporter et à donner la priorité à d'autres urgences. Mais je pense qu'il faut avoir confiance que chaque euro qui n'est pas investi aujourd'hui dans la décarbonation, nous le paierons au décuple ou au centuple d'ici quelques années. Et que si nous voulons continuer à placer des acteurs français et européens dans les top 10 ou top 20 de la logistique mondiale, il va falloir être pionnier sur cette question de la décarbonation. Et il va aussi, je crois, falloir travailler davantage les uns avec les autres. On a encore volontiers tendance aujourd'hui à opposer différents modes de transport, à les voir de façon exclusive. Je pense qu'un gros enjeu à l'avenir, ça va être de développer la multimodalité et de voir comment potentiellement le transport fluvial peut être complémentaire du transport routier, comment le transport ferroviaire peut être complémentaire du transport un peu en micromobilité urbaine. Tout ça, ce sont des multimodalités qu'il va falloir articuler et qui vont nécessiter également, bien entendu, des investissements. Mais comme je le disais, tout ce que nous ne faisons pas maintenant, nous allons le regretter demain, à la fois pour le climat, mais aussi pour la compétitivité des entreprises et des acteurs du secteur logistique. Alors, pour faire ces investissements, vous avez mentionné le rôle des pouvoirs publics. Il faudra évidemment des réglementations nouvelles. Il faudra aussi la question des financements qui est absolument majeure. Il faudra trouver des nouvelles formes de financement. Concernant la complémentarité, vous avez commencé à l'évoquer. Jusqu'où il va falloir aller? Est-ce que ça va supposer des bouleversements dont on n'imagine même pas l'ampleur aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a des bouleversements, effectivement, dont on n'imagine pas l'ampleur. Voilà. Prenons les cas des livraisons par drone. C'est quelque chose dont on n'imagine sans doute pas aujourd'hui l'ampleur que ça va prendre. Il y a des enjeux d'infrastructure. Je pense à la question des poids lourds. Je pense sincèrement que d'ici quelques années, la plupart des poids lourds qui rouleront sur les routes françaises seront des poids lourds électriques. Ça veut dire qu'il va falloir adapter évidemment l'infrastructure des transporteurs, qu'il va falloir adapter les autoroutes, et il y a déjà plein de plans qui sont en cours chez constructeurs autoroutiers, qu'il va falloir développer aussi toute une série de multimodalités et de voir comment potentiellement ce secteur qui représente encore aujourd'hui quasiment 90% du transport logistique va pouvoir s'articuler avec le transport fluvial, avec le transport ferroviaire, de manière vraiment à avoir des logiques de report modaux, et comment des acteurs qui s'imaginent aujourd'hui encore uniquement comme des transporteurs routiers pourront demain devenir des transporteurs multimodaux. Ça, je pense que c'est vraiment une des clés de la décarbonation du secteur. Et donc, ça implique que chacun ne reste pas dans son couloir, mais envisage ce qu'il peut faire avec les autres. Et c'est aussi l'intérêt, évidemment, de rendez-vous comme celui-ci. Dernière question, François. On est en 2063, donc dans 40 ans. Oui. Qu'est-ce qui aura le plus changé à la SITL? D'abord, nous fêterons le 80e anniversaire. C'est quand même l'événement important. C'est bien. Qu'est-ce qui aura le plus changé? Je pense que potentiellement, on aura, de la même manière qu'on a rajouté le L à SITL, je pense que potentiellement, il y a d'autres secteurs qui viendront s'agréger. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, la logistique, c'est un peu une sorte de charnière entre la production et la consommation des biens, et qu'en agissant sur le levier de la logistique, on peut aussi transformer la manière dont on produit et dont on consomme des biens. Et donc je pense que ces deux autres bouts de la chaîne viendront se greffer, se rajouter. Je ne sais pas encore la manière dont on envisagera ça, mais je pense que ça viendra se rajouter. Et donc je ne serais pas surpris que SITL ait encore changé d'acronyme d'ici 40 ans. Merci François. Merci à vous. J'appelle maintenant à me rejoindre sur scène Anne-Marie Hydrac et Éric Aymard. Anne-Marie, vous êtes présidente de l'association France Logistique qui représente la filière. Vous avez aussi été active à d'autres endroits de l'industrie des transports en tant que ministre, en tant que chef d'entreprise. Et puis Éric, vous êtes PDG d'une grande firme du secteur, ID Logistics, mais vous êtes ici en tant que président de l'Union TLF, la Fédération interprofessionnelle du transport et de la logistique. Anne-Marie, d'abord,
un petit regard pour de rappel. Qu'est-ce qui vous frappe dans l'évolution du secteur? Et puis on voit apparaître des mots qui avaient disparu, comme la notion de planification. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Comment est-ce que vous assemblez tout ça? Merci de votre invitation. Parmi les événements qui ont marqué les 40 dernières années, il y a aussi le fait qu'en 2020, l'ensemble des acteurs privés de la filière se sont réunis. Et ça, en soi, c'est une évolution dans le sens d'une meilleure complémentarité des acteurs et d'un meilleur dialogue avec les pouvoirs publics. Et nous nous réjouissons, une fois de plus, d'accueillir les ministres tout à l'heure. Bon. Mais fondamentalement, il me semble qu'on va, ainsi qu'il vient d'être dit, dans une double direction, c'est-à-dire la logistique de plus en plus compétitive et en voie de verdissement, mais pas simplement pour elle-même, pour la compétitivité de l'économie. Ça veut dire quoi l'économie? Ça veut dire les champs, l'agriculture, les chantiers et l'industrie. Voilà. Et pour cela, nous avons la chance de nous appuyer depuis décembre dernier sur une stratégie gouvernementale logistique qui a bien deux piliers, celui de la compétitivité du secteur, mais la compétitivité de l'économie, dans une logique de résilience, de réindustrialisation. Et puis le deuxième pilier, c'est le verdissement ou la sobriété, avec un certain nombre d'actions qu'on pourra détailler tout à l'heure. Donc je crois qu'on va de plus en plus profond, pas simplement dans l'innovation de la logistique pour la logistique, mais dans l'innovation logistique, je dirais, de l'ensemble des secteurs de production et de distribution. Tiens, un tout petit exemple. Notre chercheur parlait de multimodalité. Là, j'ai juste devant moi le président de l'OTRE. Ce sont les plus petites entreprises de transport routier. Vous savez avec qui il a signé un accord? Avec Voies navigables de France, dont je salue également le dirigeant. Voilà un bon exemple des choses complètement nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années dans cette coopération entre les acteurs. Mais quand vous regardez sur ces dernières décennies, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous frappe dans la façon dont le secteur a évolué? Je pense en fait deux choses, mais deux choses qu'on constate dans toute l'économie. C'est le digital. Enfin, c'était formidable dans ce film-là de voir toutes ces innovations. Moi, je me souviens du premier chronotachygraphe, parce que comme vous l'avez dit, je suis plus tout à fait jeune dans le secteur. Voilà. Et puis, tous les sujets de verdissement. Et sur le verdissement, en fait, je pense qu'il y a trois enjeux aujourd'hui. Le premier, je dirais qu'il est bien connu. C'est le verdissement des transports. Verdissement des transports, on sait aussi ce qu'il faut faire. Il faut doubler la part du ferroviaire, faire toute sa place au fluvial également. Doubler la part du ferroviaire, ça nous amènera à 20%. 20%. Et pour ça, il faudrait des sillons. Et je parle sous le contrôle de SNCF Réseau. Le problème, c'est que les voyageurs et les travaux sont prioritaires. Et puis, évidemment, ensuite, il faut verdir les camions. Alors, ça tombe bien, nous venons d'avoir, il y a quelques jours, vendredi, je crois, la publication de la stratégie nationale bas carbone du secteur. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que d'ici 2035, environ 30%. 30% des camions seront électriques d'ici 2035. Et comme il vient d'être dit, il va falloir non seulement du temps, parce que 30% c'est à la fois beaucoup de camions, mais quand même pas tant que ça en proportion, et puis beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je me réjouis beaucoup. Je crois que le ministre tout à l'heure va annoncer des moyens pour pouvoir verdir quelques centaines de camions en 2023. C'est un début. Quelques centaines de camions. Bon, on parle de centaines de milliers qu'il faudra. Voilà. Donc là, on a ces deux types de choses sur le verdissement des transports stricto sensu et pardon aux autres modes. Bonjour, monsieur le ministre. J'étais en train de dire que mais messieurs les ministres, j'étais en train de dire que vous alliez annoncer des bonnes nouvelles, mais j'ai pas fait spoiler. J'ai pas fait spoiler, juste teasing, pas spoiler. Ensuite, il y a le deuxième sujet qui est celui des entrepôts. Alors, ce sujet-là, il est moins connu. Les transports, c'est assez connu. Je ne dis pas qu'on a tous les moyens, qu'on a tout l'argent, etc., mais c'est assez connu. Le sujet des entrepôts, il est moins bien connu. Et pourtant, quand vous y réfléchissez, la tendance actuelle, qui est d'avoir des entrepôts de plus en plus loin des champs, des usines, des lieux de distribution, des lieux de livraison,
évidemment, on sent bien que ce n'est pas très bon, ni pour l'économie, ni pour l'écologie. Parce que ça va ensemble, hein, l'économie, l'écologie, dans notre secteur. Bon. Donc, sous l'impulsion des gouvernements et du Parlement d'ailleurs, un certain nombre d'initiatives sont prises pour travailler à un maillage des entrepôts, dans les schémas directeurs régionaux, dans le cadre des plans d'urbanisme pour la logistique urbaine. Bon, ça commence à être pris en considération, mais c'est un peu balbutiant. Voilà. Donc les besoins sont là. La Philogue, autre adhérent de mon association, les a recensés. Bon, et on continue le travail, évidemment en coopération avec les pouvoirs publics. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ce sont eux, notamment au niveau local, qui ont la clé des choses. Et puis, troisième niveau, je dirais, c'est celui des chargeurs, la supply chain, les clients. Encore une fois, dans les gros secteurs, hein, que sont le bâtiment, l'alimentation, et puis finalement chacun d'entre nous aussi, on est client. Bon. Et là, je parle sous le regard de mon ami, le ministre de l'Industrie, c'est-à-dire le fait que la sobriété logistique, ben, ça s'organise aussi. Réduire les distances, massifier, mutualiser. Par exemple, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle on commence à travailler avec le Conseil national de l'industrie, c'est qu'est-ce que ça veut dire le juste à temps aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le juste à temps quand par ailleurs on vise la réindustrialisation, la relocalisation, la diversification des fournisseurs? C'est plus tout à fait pareil qu'avant. Comment est-ce qu'on peut éviter les retours à vide? Bien organiser, mutualiser les choses dans l'économie circulaire. Bref, toutes ces choses, ça remonte assez haut et ça implique eh bien que finalement on rationalise et on verdisse, ça va ensemble. Non seulement les opérations logistiques, mais en amont, beaucoup de chaînes industrielles. Donc voilà, pour moi, c'est ça les trois enjeux. Le verdissement des transports. Clément Beaune est particulièrement bien placé pour en parler. Les questions de maillage d'entrepôts et de plus en plus, et c'est peut-être ça qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, vous serez encore là, pour avoir une société dans la logistique en général, et pas simplement le secteur logistique, et plus optimisée. Bon. C'est indispensable pour la réindustrialisation. Éric Aymard, de votre point de vue, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Alors bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors je me permettrai de prendre un tout petit peu le contre-pied Très bien. du discours un petit peu habituel. Moi je trouve qu'en 40 ans, il y a peu de choses qui ont changé. Hein. Il y a 40 ans, on avait des camions, on avait des trains. Aujourd'hui, on a des camions, on a des trains. Et ça n'a pas beaucoup changé. Alors, il y a un peu de technologie à bord. Un peu de numérique tout de même. Oui, mais quand on regarde des secteurs qui, en 40 ans, comme dans la téléphonie, comme dans l'Internet, dans l'informatique, il y a eu des changements, il y a eu des ruptures, on ne peut pas dire que notre monde a été face à des ruptures. Il a été face à des améliorations, en général positives, mais on n'a pas eu un monde qui a innové. Qu'est-ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est le comportement des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent un produit tout de suite et une gamme de produits de plus en plus large tout de suite. Et s'il y a des gens qui pensent que ça va changer dans les 40 prochaines années, ben moi je prends le pari que ça ne changera pas. Donc il ne faut pas qu'on se berce d'illusions en pensant que demain, le comportement des consommateurs sera responsable, qu'on aura des stocks un peu partout, que les gens achèteront massifiés. Non. Les gens vont continuer à vouloir de plus en plus de produits, de plus en plus rapidement. Et donc notre contrainte à nous, de transporteurs et de logisticiens, c'est comment accompagner cette tendance en étant le moins négatif possible. Et là, on est face, par contre, dans l'avenir, à des changements qui sont beaucoup plus importants. Et le premier, ça va être cette problématique de décarbonisation. C'est-à-dire que en passant au tout électrique ou électrique à hydrogène, on va être dans une rupture de technologie, on va être dans des ruptures de capacité de transport, on va être dans des ruptures de problématiques d'approvisionnement, et là on aura vraiment changé quelque chose.
Et là, le deuxième sujet que vous mentionnez parfaitement, c'est la problématique de massification. Et là aussi, soyons réalistes. Regardons ce que nos amis hollandais ou allemands ont fait pour avoir, eux, de l'ordre de 30 ou 40% des flux qui passent en ferroviaire ou en fluvial. Ils l'ont joué par la massification. De faire du fluvial ou du ferroviaire un outil d'aménagement du territoire, c'est une absurdité. Le ferroviaire en Allemagne et aux Pays-Bas, il se développe parce qu'il est massifié dans des zones logistiques qu'on a construites pour qu'ils puissent recevoir du ferroviaire. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de zones logistiques en France parce qu'on a dit on ne peut plus artificialiser les sols. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va tenir un discours très positif, très sympathique sur la décarbonation, alors qu'on sait que la seule façon de passer sur du flux décarboné, c'est d'avoir des zones logistiques qui sont embranchées. Alors à un moment donné, il va falloir qu'on pose un peu ces différents sujets. On va avoir des camions qui vont avoir des autonomies plus faibles, on va avoir un besoin d'avoir plus de flux décarbonés, il faut qu'on arrive à avoir un aménagement du territoire avec des zones logistiques. Et on ne peut pas se bercer d'illusions en disant on fera du ferroviaire, on aura le petit colis qu'on commande sur Amazon, il arrivera en train. Ça ne marchera jamais. Donc je pense qu'on n'a pas été face à des ruptures technologiques dans le passé, on a été face à des ruptures de comportement des consommateurs beaucoup plus fortes, mais que demain on est face à des grandes ruptures. Donc le temps des ruptures est devant nous, avec des risques de contradiction. Vous avez évoqué la question de la non-artificialisation des sols. On peut se demander aussi si on va avoir assez d'électricité pour alimenter tous ces camions, ces moyens de transport. Si vous aviez un vœu, chacun d'entre vous, à faire pour que ça se passe bien, pour que ça se passe au mieux dans ces ruptures à venir, Anne-Marie, vous, ça serait quoi ? Regardez les choses en face ensemble. Bon, beau programme. Regardez les choses en face, comme a dit Eric, parce que c'est vrai qu'on voit quelque chose, quelquefois de la pure rêverie, mais le faire ensemble. Sinon, ça ne marchera jamais. Eric. Moi, je dirais le principe de réalité. On se berce trop d'illusions. Regardons les réalités, faisons des progrès raisonnables qu'on peut faire, et il y en a. Et ne racontons pas des histoires aux gens qu'on ne sera jamais capable de réaliser. Le bon exemple aujourd'hui, c'est le problème des ZFE. On est allé raconter à tout le monde qu'on allait faire des ZFE et que demain matin, l'ensemble des véhicules seraient électriques ou non gasoil. Et bien aujourd'hui, c'est impossible. Et on va devoir gérer une marche arrière. Donc le principe de réalité me semble essentiel. Et en même temps, il faut raconter des histoires pour emmener les gens vers un futur désirable. En France, on a plutôt tendance à en raconter plus que le principe de réalité. Voilà, bon. c'est mon... Bon, merci de vos propos. Et nous allons passer maintenant au temps suivant. Bien, nous allons parler sport maintenant, parce que dans quelques temps, il va y avoir un gros événement sportif de par chez nous, et j'appelle Olivier Storck à me rejoindre pour nous en parler. Cet événement sportif, c'est les Jeux Olympiques, qui sera aussi un événement logistique. Olivier, vous êtes directeur général adjoint de CEVA, un grand acteur de la logistique avec plus de 100 000 salariés, filiale de CMA-CGM, partenaire officiel en solutions logistiques des JO. Et des Jeux paralympiques de Paris en 2024. Alors, d'abord, donnez-nous en quelques mots, quelques chiffres, le défi que ça représente. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre invitation. Effectivement, le groupe CMA-CGM est partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et je crois que c'est une illustration directe de ce qui a changé en 40 ans dans la logistique. Le premier des éléments qui a changé, c'est la complexité. Organiser la logistique des Jeux, c'est organiser l'événement le plus complexe en temps de paix, aujourd'hui. Et sans logistique des Jeux, il n'y a pas de Jeux. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir amener de 150 pays des équipements, soit des équipements mobiliers, soit des équipements sportifs. Il va falloir les faire entrer sur le territoire. Il va falloir les stocker, il va falloir préparer les commandes, il va falloir les distribuer sur les 31 sites parmi lesquels vont se dérouler ces Jeux. Il va falloir organiser la logistique in situ, et puis il faudra renvoyer tous ces matériels, il faudra qu'on voit ce qu'on peut recycler, ce qui doit être retrié.
Donc voilà le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc ça, je pense que c'est la première illustration de ce qui a changé, c'est la complexité de la chaîne logistique. Et je voudrais un petit peu m'inscrire en complément de ce qui a été dit. Moi, je ne crois pas que la logistique soit un mal nécessaire. Moi, je crois que la logistique, c'est un bien nécessaire, au contraire. Et je pense que cette logistique des jeux, c'est quelque chose qui l'illustre. La deuxième chose qui a changé, si vous permettez, Jean-Marc, c'est que, on l'a vu, l'importance de la filière pour notre pays. Je crois que la première entreprise qui était citée dans le film, c'était une entreprise allemande. Nos concurrents émérites que je salue. La logistique des Jeux de Londres, elle a été faite par un acteur américain, et la logistique des Jeux de Rio, elle a été faite par un acteur allemand. Et je pense que c'est une fierté pour nous que la logistique des Jeux de Paris, du centenaire, elle soit faite par un acteur français. Alors, c'est une fierté pour le groupe CMA-CGM, c'est une fierté pour sa filiale logistique, CEVA, mais je crois que c'est aussi l'illustration de l'excellence française dans ce secteur et de l'importance de ce secteur qui s'illustre ici. Il suffit de traverser le SITL pour voir toutes les start-up qui sont créées dans notre pays, dans le monde du transport et de la logistique. Et donc, le groupe que je représente, au-delà de sa propre institution, représente l'ensemble de la filière. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Pendant des années, on a pensé que nos voisins allemands étaient, je dirais, les parangons ou les héros du secteur logistique. Eh bien, je pense que ce n'est plus le cas. Il est temps que la France reconnaisse que c'est un des acteurs les plus importants au monde dans le secteur de la logistique et du transport. Puis, si vous permettez, la dernière chose qui a changé, mais ça a été dit par les intervenants précédents, c'est qu'aujourd'hui, les deux problématiques pour nous de cette logistique des jeux, c'est le digital et la donnée. On transporte autant de données que de biens, parce qu'il y a des nouvelles exigences, il y a des besoins de traçabilité, il y a des besoins de compliance qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Et puis, c'est la problématique de la durabilité, de voir comment on va pouvoir faire la logistique la plus durable et la plus verte possible. Alors le défi est immense, vous l'avez évoqué, il y a 31 sites, et puis vous avez transporté évidemment du matériel sportif, mais aussi des meubles, des bagages, des animaux, puisqu'il y a des compétitions équestres, et donc il faut bien que les chevaux arrivent, et donc ça va être un gros défi. Imaginons que CMA-CGM obtienne à nouveau ce beau contrat pour les Jeux Olympiques de Paris en 2063. Qu'est-ce qui là aura changé? Alors, je ne sais pas si ce sera 2063, il faudrait calculer exactement. Oui. 64. Mais il y aura peut-être un Covid. Non, mais 64, on aura peut-être un Covid en 60, et donc voilà. Ce qui aura changé, je pense, c'est qu'on ne pourra plus transporter les marchandises du tout de la même manière. Sur les 31 sites dans lesquels, peut-être qu'ils seront devenus 20 d'ailleurs, on aura des régulations beaucoup plus strictes en matière de transport, et je pense qu'il faudra qu'on adapte la manière dont nous permettrons l'accès des marchandises à ces sites. Il faudra qu'on trouve le bon équilibre, je le redis, sans logistique, il n'y a pas de vie, sans logistique en Île-de-France, il n'y a pas d'alimentation, et donc on va tous avoir un problème en 72 heures. Et en même temps, on voit bien une exigence de limitation des transports et des nuisances qui sont liées. Donc, il va y avoir des évolutions très très fortes probablement de la réglementation dans les années qui viennent et qui contraindront les futurs Jeux olympiques et paralympiques. Ce qui nécessitera de travailler ensemble, différemment. Merci Olivier pour nous avoir raconté ce défi. Merci à tous. Place maintenant à un moment politique avec non pas un, non pas deux, mais 3 ministres. C'est le signe d'une importance croissante de la filière ou de la prise de conscience du rôle que ça a joué. Peut-être que le Covid n'y est pas pour rien. Et nous avons d'abord écouté le message d'Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition. Ah, pardon, il n'y a pas. Donc il n'y aura que 2 ministres, pardon. Excusez-moi. Donc nous avons que 2 ministres. Nous allons commencer tout de suite par Roland Lescure, qui est ministre délégué chargé de l'industrie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Agnès Pannier-Runacher n'est pas là, mais je suis sûr qu'elle pense à nous très fort aujourd'hui. Dans ces moments où la France a parfois tendance à s'arrêter, c'est bon de parler de la France qui bouge.
Madame la Présidente, chère Anne-Marie Idrac, Monsieur le Président, cher Éric Aymard, d'abord je voudrais vous remercier tous les deux pour votre engagement. Anne-Marie Idrac, elle nous montre deux choses. D'abord, elle nous montre qu'il y a une vie après la politique, donc moi ça me donne un peu d'espoir pour ma vie d'après. Et elle nous montre surtout qu'on peut être impliqué dans la chose publique avec des responsabilités extrêmement élevées. Elle a été ministre et une excellente ministre des Transports. Je pense que Clément pourra en témoigner. Elle est un exemple pour nous tous et pour nous toutes. Et au-delà, plus tard, continuer à s'impliquer de manière extrêmement forte dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, parce que la France, aujourd'hui, a besoin de sa logistique, et je pense que la logistique, on va y revenir, a besoin de la France, et qu'on a besoin de gens comme Anne-Marie qui sont capables de faire avancer cette cause commune, qui est au fond une grande cause nationale, dans une logique de partenariat très fort entre le public et le privé. Et je voudrais du coup en profiter aussi pour remercier et féliciter Monsieur le Président Éric Aymard, parce que lui, il montre qu'on peut être un entrepreneur plein de succès et s'impliquer lui aussi avec brio dans l'intérêt général et dans le développement d'une belle cause nationale. Et on l'a vu tout à l'heure, il ne pense pas la même chose, y compris sur le passé de la logistique et du coup sur son avenir. Mais c'est dans cette diversité d'approches, de culture et de parcours qu'on arrive à construire l'avenir. Je voudrais aussi vous souhaiter un excellent anniversaire. Donc, bel anniversaire de 40 ans à ce salon d'innovation, transport et de logistique. Je suis pas mal avancé dans la cinquantaine, moi, donc j'ai du mal à me souvenir de ce que c'était que d'avoir 40 ans, mais Clément, qui parlera avec moi, lui, il y est à peine, et donc il sera sans doute plus proche de vous raconter ce que c'est que d'avoir 40 ans en 2020. Je me souviens quand même que la quarantaine, c'est quand même une phase de maturité. C'est une phase où on est capable, dans sa carrière professionnelle, dans sa vie personnelle, de transformer toutes les expériences qui ont fait ce qu'on est à 40 ans pour prendre des virages qui sont parfois des virages assez impressionnants. On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais qui sont en tout cas des virages importants. Et évidemment, pour vous toutes et pour vous tous, pour nous tous et pour nous toutes, le virage de la décarbonation, c'est maintenant qu'il a lieu et c'est maintenant que nous devons le prendre, à bras ouverts, mais aussi à bras-le-corps, pour en faire une opportunité historique. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai rejoint ce beau ministère, et ces 8 mois qui ont fait de moi le ministre de l'Industrie de la République française ont été émaillés de rencontres régulières avec Clément. On était il y a quelques mois à Nevers, où on pilotait tous les deux le comité de pilotage ministériel sur les transports. On a beaucoup parlé de ferroviaire. On était il y a quelques semaines à Gennevilliers pour le comité de logistique avec Anne-Marie Idrac de la filière au port évidemment de Gennevilliers, qui est un des éléments essentiels de la logistique. On était la semaine dernière à Matignon avec la Première ministre pour parler de la décarbonation des transports. On est aujourd'hui avec vous pour inaugurer ce beau salon. Et évidemment, au-delà de l'amitié qui nous rejoint, au-delà du fait que nous nous sommes tous les deux impliqués en politique à peu près à la même époque et à peu près pour les mêmes raisons, c'est évidemment ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est que les destins de l'industrie et de la logistique sont liés de manière inextricable dans ce beau défi qui est celui de la décarbonation. Sans logistique et sans logistique décarbonée, on ne décarbonera pas notre industrie traditionnelle. Mais sans industrie de la décarbonation, évidemment, on ne décarbonera pas notre industrie de la logistique. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin, pour la révolution industrielle de la décarbonation, qui aujourd'hui, j'en suis convaincu, est l'opportunité du siècle pour l'industrie française, d'être ensemble, de travailler ensemble. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin, évidemment, de l'industrie. Et aujourd'hui, on va le montrer de manière extrêmement concrète, avec ce salon qui réunit 24 000 visiteurs, je pense, des exposants qui représentent tous les maillons de la chaîne logistique, de la start-up innovante du dernier kilomètre jusqu'à des grands ports internationaux qui sont présents aujourd'hui. On va vous le montrer aussi de manière extrêmement concrète en annonçant, d'abord, c'est ma charge, des lauréats d'un appel à projet de la logistique 4.0, 4.0 comme 40 ans, des start-up, des entreprises innovantes, des entreprises, pour certaines d'entre elles, présentes depuis longtemps, mais qui contribuent à l'innovation dans les transports. Ils sont 8. Ces 8 lauréats pour le second relevé de l'AAP logistique dite 4.0 représentent
Un investissement total de plus de 30 millions d'euros, 32 millions d'euros pour être précis, avec un appui public de 12 millions d'euros, donc à peu près un tiers, même un peu plus. Je ne vais pas les lister tous aujourd'hui, ils sont présents dans le communiqué de presse que Clément et moi rendons public as we speak, comme on dit, alors qu'on est en train d'en parler. Mais pour vous donner quand même quelques exemples, Goodflow va nous produire des emballages réutilisables, évidemment, qui sont à la fois neutres en carbone, mais aussi suivables et mutualisables et traçables, et c'est évidemment l'avenir de la logistique. On a aussi des projets de digitalisation avec un jumeau numérique porté par Dare Aerospace. BeWheel qui va développer une gamme innovante de vélos et de vélos cargo à assistance électrique. Bref, on est capable aujourd'hui de vous appuyer, vous êtes capable aujourd'hui de nous aider à décarboner l'industrie par des processus extrêmement innovants. Et on vous annonce aujourd'hui, tous les deux avec Clément, des nouveaux appels à projets qui vont permettre, je l'espère, dans quelques semaines, alors qu'on se retrouvera encore tous les deux quelque part en France pour vous parler de logistique et de transport décarboné, des nouveaux appels à projets. Je vais en annoncer un, je pense que Clément annoncera le plus, je dirais, lourd dans ses ambitions dans quelques minutes. En ce qui me concerne, je voudrais annoncer un appel à projet mené par l'ADEME qui s'appelle Extrême Défi. Extrême Défi, c'est 15 millions d'euros pour soutenir le développement de véhicules intermédiaires. Ce sera des petits véhicules routiers, le vélo électrique et l'automobile, un peu entre les deux, et notamment des vélos cargo, qui vont nous permettre de développer de nouveaux prototypes, qui vont vous permettre de développer de nouveaux prototypes, qui vont permettre de passer à la phase d'industrialisation de composants stratégiques mutualisés pour plusieurs véhicules, bref, qui vont pouvoir nous permettre de développer l'avenir de la logistique du dernier kilomètre, avec évidemment une condition essentielle de succès, c'est que tout ceci soit produit en France et en Europe. On ne décarbonera l'industrie traditionnelle en accompagnant l'ensemble de nos citoyens derrière cette grande cause nationale que si on montre que, évidemment, on va en profiter pour produire de l'emploi et pour produire de la prospérité. Je ne serai pas plus long. Bon anniversaire à tous et à toutes, en route pour les 40 ans qui s'ouvrent, et bravo de tout ce que vous faites pour nous aider à décarboner notre industrie et décarboner notre logistique. Clément, c'est à toi. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Intervention maintenant de Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, qui va aussi distribuer des prix, recevoir un rapport. Vous n'êtes pas venu pour rien. Je suis un petit peu plus petit. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Roland Lescure, Madame la Ministre, chère Anne-Marie Idrac, cher Éric Aymard, Mesdames et Messieurs, je reconnais ici beaucoup de visages familiers, ce qui me fait dire que, non pas en 40 ans, parce que je suis depuis un petit peu moins longtemps dans le métier des transports et de la logistique, mais en 9 mois de travail à vos côtés, nous avons, je l'espère, grâce à vous, fait progresser un certain nombre de nos grands sujets, sur la question de la décarbonation en particulier. Mais je voulais commencer par vous adresser 2 mots, les plus chaleureux possibles et les plus sincères qui soient. D'abord pour vous souhaiter là aussi un heureux anniversaire. Roland Lescure a été amical et presque excessif dans sa bienveillance, parce que aurais été un petit peu plus vieux que la semaine et que le salon de l'innovation des transports et de la logistique. Mais pour ces 40 ans, on est heureux avec Roland Lescure, avec notre collègue Agnès Pannier-Runacher qui se joint à nous, de pouvoir faire un certain nombre d'annonces, je vais y revenir, mais surtout de célébrer une activité qui s'est retrouvée à nouveau encore ces dernières semaines ou dans les crises des dernières années, mais vous le savez mieux que quiconque, en première ligne, avec ce que ça implique d'engagement et d'efficacité. Et c'est le deuxième mot que je voulais partager avec vous, c'est un grand merci, très sincère là aussi, parce que je l'ai pu le mesurer encore ces derniers jours. Vous êtes parfois confrontés à des situations sociales difficiles. Nous avons connu ce qu'on a appelé parfois une crise des carburants cet automne. Je ne parle même pas du Covid, des impacts sur les coûts de l'énergie en particulier, mais beaucoup d'autres aussi, de la crise géopolitique que nous vivons et de la guerre sur notre continent. Tout cela, et malheureusement d'autres sujets encore, sollicite à l'extrême les chaînes logistiques, et vous avez été à chaque fois au rendez-vous, plus qu'au rendez-vous d'ailleurs, pour que, comme le disait Éric Aymard, le métier fondamental n'a pas tant changé que ça, il consiste à approvisionner nos vies quotidiennes, au fond. Et ce métier de la logistique, derrière un mot technique ou parfois complexe dans ce qu'il connote, ce qu'il dénote, c'est tout simplement faire fonctionner une économie, une société au quotidien, dans nos villes et ailleurs,
et vous l'avez fait à chaque fois avec une efficacité, un engagement remarquable, les organisations professionnelles comme les organisations syndicales d'ailleurs, et je tenais aussi à le saluer. Alors je ne sais pas si c'est, cher Éric Aymard, comme dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Et je ne sais pas si au cours des 40 dernières années, le rythme du changement a été effréné ou moins important que prévu. Je vais essayer de combiner l'enthousiasme d'Anne-Marie Idrac et la lucidité exigeante que vous avez rappelée, mais je suis assez convaincu qu'en revanche, dans les 40 prochaines années, les changements vont s'accélérer. Et même, en réalité, vous le savez mieux que moi, avant cela, évidemment sous l'effet de l'exigence écologique et de la décarbonation. Comme vous, je pense que les choses ne sont pas si simples qu'on le dit, et que les comportements actuels, et parfois leurs contradictions, parce qu'on veut plus de livraison plus vite, plus de proximité, et plus d'écologie, et plus d'exigences sociales aussi. Et tout ça n'est pas toujours compatible. Mais ça oblige en tout cas à repenser un certain nombre d'organisations et sans doute à différencier davantage ou à combiner davantage. Dans le domaine des transports, je le dis quotidiennement, la question, là aussi un terme parfois galvaudé, mais il est essentiel, de l'intermodalité est cruciale. Et je crois que dans la chaîne logistique, plus qu'ailleurs, c'est une des grandes transformations pour répondre au maximum de ces exigences en même temps. Et nous l'avons vu, Roland Lescure prenait l'exemple du port de Gennevilliers, c'est un exemple parmi d'autres pour la logistique urbaine, mais nous avons une logistique fluviale qui arrive dans un port aux portes de Paris, non loin d'ici, et ensuite, pour quelques grandes enseignes, nous avons vu une célèbre enseigne suédoise de meubles, une livraison du dernier kilomètre ou des 500 derniers mètres au cœur de Paris qui se fait en débarquant les marchandises dans une petite camionnette électrique. Et ces combinaisons de transport sont sans doute encore plus importantes qu'on l'imaginait il y a 5, 10 ou 20 ans. C'est vrai dans le fret massifié, vous avez raison. Je vais revenir d'un mot sur le ZAN ou sur les ZFE, ces deux acronymes qui font parfois un peu peur. Mais plus encore qu'on l'imaginait, il faudra combiner du transport routier et du transport ferroviaire. Il ne faudra jamais opposer l'un à l'autre. J'étais l'autre jour, sans Roland Lescure, ça m'arrive aussi, chez Laure en Alsace, mais je crois, cher Roland, que tu m'avais précédé de quelques semaines, où il y a un contrat très important avec Brittany Ferries qui va faire du transport combiné rail-route. J'étais l'autre jour chez Fret SNCF, à leur siège, où l'entreprise Fret SNCF, qui a connu parfois des difficultés, mais qui a aussi su ces dernières années faire des efforts considérables, regagner des parts modales avec l'ensemble du fret ferroviaire, combine elle-même avec des partenaires routiers du transport rail-route beaucoup plus que ces dernières années. Et donc, c'est ces transformations qui vont garantir l'exigence de décarbonation et l'exigence de proximité en même temps. Pour cela, il faut évidemment, comme toujours, de l'innovation et de l'investissement et des règles claires. Un mot sur les règles, je ne serai pas trop long. Les ZFE, le ZAN. D'abord, cher Éric Aymard, et je le dis pour tout le secteur, le ZAN, ça n'est pas la zéro artificialisation tout court. Le terme, l'acronyme est complet, la lettre N est importante, c'est net, et ça veut dire aussi qu'il faut compenser un certain nombre d'efforts qui sont faits parce que l'artificialisation peut être au service de la transformation écologique, et nous aurons à adapter un certain nombre de règles. La Première ministre l'a annoncé elle-même, par exemple dans les zones industrielles ou portuaires, il faudra tenir compte du fait qu'une des faiblesses françaises, on le sait, c'est l'évacuation des marchandises par le fret depuis nos ports. Et donc nous aurons besoin de foncier, nous aurons besoin d'artificialiser au bénéfice de la transition écologique dans certaines zones industrielles. Cher Roland, tu le sais, tu mènes ce combat avec moi pour qu'on soit pragmatique dans la définition de ces règles. Pour les ZFE, d'un mot aussi, la question de la logistique, avec beaucoup d'entre vous, avec TLF en particulier, beaucoup d'organisations, nous en sommes saisis il y a quelques mois. J'ai proposé aux collectivités locales, aux grandes métropoles, avec Christophe Béchu, que nous essayons au maximum de coordonner les règles imposées à la logistique. Un véhicule individuel, il va rarement le même jour ou la même semaine à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Rennes. En revanche, un camion, il y a des chances qu'il aille dans différentes métropoles à quelques heures ou à quelques jours d'intervalle. Et donc, si les règles ne sont pas les mêmes pour passer à l'électrique ou pour passer à des exigences de décarbonation X ou Y, on a un problème. Et donc, cette coordination, on est en train de la mettre en place. Elle n'est pas facile parce qu'il faut respecter l'autonomie des collectivités à cet égard, mais on avance et on le fera avec vous dans les prochains mois. Je m'y suis engagé. Et puis, Roland Lescure le disait, c'est aussi l'occasion pour ce 40e anniversaire. Un anniversaire se célèbre toujours avec quelques douceurs légitimes, d'annoncer des efforts supplémentaires d'innovation et d'investissement et un soutien de l'État à cet égard. Roland Lescure a parlé à l'instant d'un nouvel appel à projet de l'ADEME. Je veux insister sur deux pierres à l'édifice pour compléter ces efforts-là. D'abord,
j'aurai l'honneur que Philippe Barbier, président de la Confédération des grossistes de France, me remette dans un instant son rapport de préfiguration du comité technique de liaison de la logistique urbaine, commandé lors du SILOG qu'on avait réuni justement au port de Gennevilliers au mois de décembre dernier avec beaucoup d'entre vous. C'est un pas très important qui me tient à cœur, car la logistique de nos villes, je le disais, est de plus en plus complexe. Nos collectivités y sont confrontées tous les jours et on doit trouver ces points d'équilibre ou d'accord dans la planification territoriale, dans les transitions écologiques et énergétiques. Et puis, puisqu'on parlait précisément des appels à projets, puisque le transport de marchandises représente aujourd'hui 30% des émissions du secteur des transports, 10% des émissions françaises, mais aussi 10% de notre PIB et 2 millions d'emplois, nous avons besoin d'accélérer les transformations et de les aider, de les accompagner. Il ne s'agit pas simplement de définir des règles ou d'imposer des sanctions, il s'agit d'accompagner la transformation. Et donc, face au succès qu'ont connu de premiers appels à projets, un premier appel à projet en réalité, vous m'avez beaucoup dit qu'il avait été positif mais insuffisant, nous lançons un nouvel appel à projet de 60 millions d'euros pour l'électrification des camions, pour l'électrification des véhicules lourds. Et 55 millions de ces 60 millions seront strictement réservés aux poids lourds, puisque vous me l'avez dit aussi, lors du précédent appel à projet, on avait trop saupoudré les moyens dans l'attribution des aides. Et donc nous avons une enveloppe, chère Anne-Marie, car cela vous doit beaucoup, Madame la Ministre, nous avons une enveloppe importante qui sera ouverte dans les prochaines semaines, même je l'espère dans les prochains jours, et qui sera un accompagnement très important pour l'électrification des poids lourds. On a une filière industrielle en France, on a une volonté de beaucoup de collectivités d'être plus exigeantes à l'égard de l'électrification des véhicules lourds, et on a des organisations logistiques qui sont prêtes à relever le défi pour peu qu'on les aide à basculer dans cette transformation et qu'on le fasse au bon rythme avec un soutien financier. C'est ce que nous faisons. Et au total, ce sera une enveloppe de 100 millions d'euros qui sera mise à disposition de cette électrification des véhicules lourds, puisque avec Roland Lescure, avec Bruno Le Maire, nous avons lancé il y a quelques jours, peut-être à bas bruit, donc c'est l'occasion de le dire ensemble, un appel à projet dans le cadre de France 2030 de soutien aux projets d'investissement, on est plutôt côté offre, pour produire en France les véhicules routiers de demain et l'ensemble de leurs composants, car la transition écologique, c'est aussi une exigence de souveraineté industrielle et économique que nous devons porter. Et la logistique, l'électrification des poids lourds en particulier, c'est un bon exemple. Nous avons les moyens de réussir cette transition en France avec des acteurs de transport et de l'industrie français et européens. Et donc, ne nous privons pas de cet atout économique qui mérite le soutien de l'État. Ce deuxième appel à projet, c'est au moins 40 millions d'euros en fonction des projets qui seront remontés. Et donc, nous avons là une enveloppe de 100 millions d'euros qui est un effort important que nous poursuivrons dans les années qui viennent, qui permettra d'accélérer l'électrification et la production française de nos poids lourds. Grâce à ces dispositifs, je crois qu'on apporte un soutien nécessaire, un soutien attendu, un soutien massif et décisif. Et je le redis, nous continuerons à vos côtés parce que le verdissement des flottes, le verdissement des transports, ça n'est ni une option ni une punition. C'est une exigence partagée que nous accompagnons et que nous bâtissons avec vous. Et je sais encore votre engagement. Vous n'êtes pas seulement au rendez-vous des crises et des urgences, vous êtes aussi de longue date au rendez-vous de ces innovations et de ces transformations puissantes, du fluvial au ferroviaire, du transport routier à la petite logistique urbaine, en ayant l'imagination pour guide pour fêter ces 40 ans. Je crois que c'est de bon augure. Alors merci beaucoup de cet engagement. Nous serons à vos côtés avec Roland Lescure, avec l'ensemble du gouvernement. Nous croyons au transport décarboné, à la logistique française, à sa dimension industrielle, à son poids économique et à la capacité que nous avons à concilier cette ambition économique et cette exigence écologique partagée. Merci beaucoup, bel anniversaire et on continue. Bien, je crois que vous restez ici. Parce que vous allez recevoir maintenant une livraison, un colis express, un circuit court, la remise donc d'un rapport que vous avez demandé en décembre dernier à Philippe Barbier, président de la CGF, la Confédération des grossistes de France, pour réfléchir, vous l'avez mentionné dans votre discours, à ce que pourrait être un comité de liaison des entreprises parties prenantes dans la logistique urbaine. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, je suis très heureux de vous remettre ce rapport sur un sujet de logistique urbaine durable ou de logistique de ville décarbonée, un sujet qui nous tient à cœur et qui nous passionne et qui, vous l'avez dit, est de plus en plus complexe. Complexe, ce sujet-là, il l'est par nature. Il l'est par la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales.
Il l'est par la diversité historique, géographique, économique, sociale, politique des territoires. Et il l'est, troisièmement, par la diversité et la spécificité des acteurs économiques, de leurs objectifs et de leurs contraintes, entre les commerçants qui reçoivent, les restaurateurs, les transporteurs, les logisticiens, ceux qui s'occupent des déchets, du recyclage, les travaux publics qui font des trous dans la voirie. C'est une réalité, pour reprendre l'expression d'Éric, qui rend impossible toute solution unique, toute solution miracle, universelle, duplicable à l'envi. Et donc, cela nécessite de fédérer les acteurs, de les faire se parler, se comprendre et enrichir au passage leur expérience et leur connaissance qui, je m'en suis rendu compte dans le tour de piste que j'ai fait des fédérations professionnelles, est hétérogène. Ça nécessite de la concertation, c'est ce que nous avons fait, ça nécessite de l'échange, de la recherche de consensus, du travail collectif. Ce sont ces principes qui ont présidé à l'élaboration du rapport que je vous remets, et ce sont ces principes qui président à la gouvernance que nous vous proposons. L'élaboration du rapport, nous avons rencontré 27 fédérations professionnelles, puisque c'est sur les fédérations professionnelles que nous avons voulu travailler. J'ai cité à peu près tous les secteurs, et je vais répondre à votre souhait de multimodalité. Dans les 27 fédérations, il y a le rail, il y a les voies navigables et il y a les toutes nouvelles fédérations, ou la toute nouvelle fédération de la cyclo-logistique et la fédération la FUB, des bicyclettes. Voilà, donc j'espère, par ce biais-là, avoir construit un consensus. Maintenant, sur le plan de la gouvernance, nous vous proposons une gouvernance simple, expérimentale, évolutive. On ne vous propose pas de créer de structure, pas de cotisation, pas de statut, pas de problème de représentativité de poste de président, de vice-président. Nous avons déjà tenu 2 réunions, en fait, de préfiguration avec les acteurs. La première réunion très officielle aura lieu le mardi 18 avril, avec un ordre de jour un peu chargé que j'ai dû réduire hier soir. Nous aurons une intervention du GART qui anime le comité miroir ou le comité analogue côté collectivité publique. Nous recevrons 2 des 4 programmes CEE, Certificat d'économie d'énergie. Les 2 suivants seront reçus à la séquence d'après. Nous essaierons de nous mettre tous d'accord sur la version définitive de la note qu'on vous doit sur les ZFE et qu'on doit à Christophe Béchu sur les ZFE. Et puis, nous ferons un premier tour de piste. Vous verrez les objectifs que nous proposons pour que les 27 ensemble établissent en consensus une liste des sujets prioritaires et le programme de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Et écoutez, moi j'ai accepté de présider jusqu'à l'été ou d'animer jusqu'à l'été les 2 prochaines réunions parce qu'il faudra qu'on en fasse 2 tellement il y a de sujets. Et j'espère après trouver un successeur ou un binôme de successeurs pour animer tout cela. Voilà. Est-ce que vous voulez prononcer un mot pour accuser réception? Non, je ne vais pas multiplier les discours, je vous rassure, quand bien même nous sommes heureux d'être ensemble pour cet anniversaire, mais je voulais simplement remercier Philippe Barbier pour ce travail déjà très conséquent, d'accepter de continuer pour encore quelques mois de prendre cette lourde responsabilité. Je vous remercie parce qu'on a beaucoup de comités, beaucoup de réunions, donc une gouvernance qui ne crée pas de comitologie supplémentaire, c'est encore plus précieux. Et puis, pari tenu, on ne vous retiendra pas prisonnier. On cherchera à avoir un successeur de la même qualité que vous, mais merci d'être encore aux manettes parce qu'on a vraiment besoin de vous, cher Philippe. Merci. Bien, vous restez là maintenant pour une photo avec les lauréats. J'appelle donc les lauréats du prix à venir nous rejoindre sur scène, rejoindre les ministres sur scène pour la photo.